Le millionnaire était seul à Noël, jusqu'à ce que la fille de la femme de ménage l'invite à dîner dans sa modeste maison. Le jour se levait à peine sur Paris, et déjà Jean-Baptiste Morel était éveillé. Pas par choix, par habitude. 40 ans passés à se lever avant l'aube pour surveiller les marchés asiatiques, à négocier avec des vignerons bourguignons avant même qu'ils n'ouvrent leurs chais, à répondre à des appels de Hong Kong ou de New York sans tenir compte des fuseaux horaires. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y avait plus d'appels, plus de négociations, plus rien qui justifie cette insomnie chronique. Il se leva de son lit king-size, nu-pied sur le parquet en chêne massif qui craquait légèrement sous son poids. L'appartement était silencieux, d'un silence épais, presque palpable. 6 pièces, 180 mètres carrés, moulures d'époque, cheminées en marbre, fenêtres donnant sur le parc Monceau, un bien immobilier qui valait désormais près de 3 millions d'euros. Et pourtant, en traversant le couloir vers la cuisine, Jean-Baptiste ne ressentait rien d'autre qu'une solitude glaciale. Il prépara son café dans une machine italienne hors de prix, observant le liquide noir couler dans la tasse en porcelaine de Limoges. Dehors, les premières lueurs de décembre effleuraient les toits d'ardoise. C'était le 24, Noël. Autrefois, cette date signifiait quelque chose. Des dîners en famille, des rires d'enfants, l'odeur de la dinde au marron que sa mère préparait avec un soin maniaque. Mais cela, c'était avant le divorce, avant la brouille avec son frère Thomas, avant que l'ambition ne dévore tout le reste. Jean-Baptiste s'installa dans son bureau, une pièce aux boiseries sombres où s'alignaient des étagères remplies de livres qu'il n'avait jamais lus, des éditions rares achetées sur conseil d'un décorateur. Sur le mur, un tableau de l'école de Barbizon qu'il avait acquis lors d'une vente aux enchères, pas par amour de l'art, mais parce que c'était un bon investissement. Il alluma son ordinateur par réflexe, consulta ses comptes bancaires. Les chiffres étaient à la stable, rassurants dans leur abstraction. 7 400 000 €, le fruit d'une vie de travail acharné. Et alors, à quoi servait cet argent maintenant? Il ferma l'écran, agacé contre lui-même. Ce n'était pas la première fois que cette pensée le traversait, mais elle devenait de plus en plus insistante. Depuis qu'il avait vendu son entreprise 6 mois plus tôt, le vide s'était installé comme un locataire indésirable. Plus de réunions pour meubler les journées, plus de défis pour justifier l'insomnie. Juste un homme de 63 ans, seul dans un appartement trop grand, à regarder le temps passer. Le téléphone vibra sur le bureau. Un message de son notaire, souhaitant de bonnes fêtes. Jean-Baptiste ne répondit pas. Il se leva, enfila un pull en cachemire par-dessus sa chemise froissée et se dirigea vers le salon. Les doubles rideaux étaient encore tirés. Il les ouvrit d'un geste brusque, laissant entrer la lumière grise de l'hiver parisien. En bas, dans la rue, les gens se pressaient, chargés de paquets emballés dans du papier doré. Des couples, des familles, des groupes d'amis qui riaient en se réchauffant les mains. Les vitrines des boutiques du quartier scintillaient de décorations, guirlandes lumineuses, sapins artificiels, vitrines thématiques avec des mannequins habillés en rouge et blanc. Tout ce folklore commercial qui autrefois l'irritait. Aujourd'hui, il l'enviait presque. Il se détourna de la fenêtre, incapable de supporter ce spectacle plus longtemps. Sur la table basse du salon trônait une bouteille de Châteauneuf-du-Pape 2015, une merveille qu'il s'était offerte pour célébrer. Quoi exactement? Il ne s'en souvenait plus. À côté, une assiette de fromages affinés qu'il avait acheté chez un artisan de la rue de Lévis. Comté, reblochon, roquefort. Il en avait goûté un morceau la veille, sans plaisir. Manger seul tuait le goût des choses. Le carillon de l'entrée résonna soudain, brisant le silence. Jean-Baptiste sursauta. Qui pouvait venir le voir un 24 décembre au matin? Il consulta sa montre. 8h20. Ah oui, Claire, sa femme de ménage. Il avait insisté pour qu'elle vienne aujourd'hui, prétextant une visite hypothétique dans l'après-midi, un mensonge qu'il avait inventé pour se donner l'illusion d'une vie sociale. Il ouvrit la porte. Claire Dumas se tenait sur le palier, emmitouflée dans un manteau gris élimé, un sac de course à la main. Elle avait 38 ans, mais les rides autour de ses yeux trahissaient une fatigue accumulée. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon strict et elle portait ses vêtements de travail habituels, joncs délavés, pull noir, baskets usées. « Bonjour, monsieur Morel », dit-elle d'une voix douce, presque excusée. « Désolé pour le dérangement. J'ai dû amener Camille. Je n'avais personne pour la garder aujourd'hui. » Derrière elle, une petite fille aux cheveux bouclés apparut,
tenant un cartable Pokémon contre sa poitrine. Elle avait 9 ans, des yeux noisettes pétillants de curiosité et un sourire qui semblait défier la grisaille du matin. « Bonjour, monsieur », lança Camille, avec une franchise désarmante. Jean-Baptiste resta interdit une seconde. Il n'avait pas l'habitude des enfants. Cela faisait des années qu'il n'en avait pas côtoyé. « Bonjour », répondit-il maladroitement. « Entrez, je vous en prie. » Claire passa le seuil, visiblement mal à l'aise. « Elle sera sage, je vous le promets. Elle a ses cahiers de dessin, elle ne vous dérangera pas. »« Ce n'est rien, » dit Jean-Baptiste, surpris de se découvrir une certaine bienveillance. Camille entra en observant tout avec des yeux émerveillés. Le grand lustre en cristal, les moulures, les tableaux, le piano à queue dans un coin du salon. Elle s'arrêta devant une bibliothèque vitrée remplie de livres anciens. « Waouh !» murmura-t-elle. « On dirait la bibliothèque de La Belle et la Bête. » Claire lui lança un regard réprobateur. « Camille, tais-toi, ce n'est pas poli. »« Mais c'est vrai, maman. C'est tellement beau. » Jean-Baptiste sentit quelque chose se desserrer en lui, un sourire esquissé, presque malgré lui. « Tu as raison, dit-il. C'est un peu comme ça. » Claire posa son sac, s'excusa encore et se dirigea vers la cuisine pour commencer son travail. Camille, quant à elle, s'installa sur le canapé du salon, sortit ses cahiers et ses crayons de couleur et se mit à dessiner en silence. Jean-Baptiste retourna dans son bureau, non sans jeter un regard curieux vers la petite. Les 2 heures qui suivirent furent étrangement apaisantes. Jean-Baptiste entendait Claire s'affairer dans les différentes pièces, l'aspirateur qui ronronnait, l'eau qui coulait, le frottement du chiffon sur les vitres. Et au milieu de ces bruits domestiques, il percevait la présence de Camille, discrète mais réelle. Parfois, elle fredonnait une chanson, d'autres fois, elle marmonnait toute seule en dessinant. Vers 10 heures, n'y tenant plus, Jean-Baptiste sortit de son bureau sous prétexte de se resservir un café. Camille était toujours sur le canapé, entourée de dizaines de dessins étalés sur la table basse. Des maisons, des arbres, des personnages aux formes approximatives, des soleils, avec des visages souriants. « Tu aimes dessiner ?» demanda-t-il, s'approchant lentement. Camille leva les yeux vers lui, nullement intimidée. « Oui, j'adore ça. Maman dit que je devrais devenir artiste, mais je ne sais pas encore. Peut-être architecte ou boulangère. J'aime bien les croissants. » Jean-Baptiste ne put s'empêcher de rire. Un rire bref, rouillé mais authentique. « Ce sont des choix, variés. »« Et vous, vous faites quoi ?» demanda Camille, avec cette curiosité directe propre aux enfants. « Moi ? Eh bien, je ne fais plus grand-chose maintenant. J'ai travaillé dans le commerce de vin, j'achetais et je vendais des bouteilles très chères à des gens très riches. » Camille fronça les sourcils. « C'est bizarre, comme métier. »« Oui, » admit Jean-Baptiste. « C'est assez bizarre. »« Et vous habitez tout seul ici ?» La question posait sans malice le prit de court. « Oui. Pourquoi ?» Jean-Baptiste hésita. Comment expliquer à une enfant de 9 ans les choix ratés, les priorités mal placées, l'isolement progressif? Parce que... C'est comme ça, finit-il par dire. Camille le regarda avec une expression qui ressemblait à de la pitié. C'est triste d'être seul, surtout à Noël. Le silence qui suivit fut lourd. Jean-Baptiste sentit sa gorge se serrer. Claire apparut à cet instant, un seau à la main et lança un regard gêné à sa fille. « Camille, arrête de poser des questions indiscrètes. Mais c'est pas indiscret, maman. C'est vrai, non? Il est tout seul. »« Camille !» Jean-Baptiste leva la main, esquissant un geste apaisant. « Elle a raison, Madame Dumas. Je suis seul. Et oui, c'est un peu triste. » Claire baissa les yeux, visiblement embarrassée. Elle ne savait jamais comment réagir face à cet homme qui, malgré toute sa richesse, dégageait une tristesse palpable. Elle avait souvent eu envie de lui parler, de briser ce mur de politesse froide qui les séparait, mais elle n'osait pas. Les rapports de classe, même non dits, étaient une barrière invisible. « Je vais finir la chambre », murmura-t-elle avant de s'éclipser. Camille, elle, ne lâchait pas prise. « Vous savez quoi? Vous devriez venir manger chez nous ce soir. » Jean-Baptiste cligna des yeux, abasourdi. « Pardon? Oui, on mange chez nous, maman et moi. C'est pas grand et c'est pas super fancy comme ici, mais au moins vous serez pas tout seul. Et puis maman fait un super gratin de pommes de terre, avec plein de crème et de fromage, c'est trop bon. » Jean-Baptiste ne savait pas quoi dire. L'invitation, aussi spontanée qu'inattendue, le touchait profondément et le mettait terriblement mal à l'aise. « C'est très gentil, Camille. Mais je ne peux pas m'inviter comme ça chez vous. »« Pourquoi ? » « Parce que
Ce ne serait pas convenable. C'est quoi convenable? Jean-Baptiste chercha ses mots. Ça veut dire que ce ne serait pas correct. Ta maman n'a pas envie d'avoir un invité surprise. Mais si, elle est toujours contente quand il y a du monde. Et puis c'est Noël, on ne peut pas être triste à Noël. Claire réapparut à ce moment-là, alertée par la conversation. Son visage était cramoisi. « Camille, arrête immédiatement. Monsieur Morel a certainement d'autres projets. »« Mais maman !» J'ai dit non. Claire se tourna vers Jean-Baptiste, les mains crispées sur son torchon. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Elle ne comprend pas. Les différences. Elle pense que tout le monde vit comme nous. » Jean-Baptiste sentit une pointe de culpabilité. Claire croyait qu'il refusait par mépris, par condescendance, alors que c'était exactement l'inverse. Il avait peur. Peur de s'immiscer dans leur intimité, peur de leur faire pitié, peur surtout de découvrir ce qui lui manquait depuis si longtemps, la chaleur humaine. Je vous assure, Madame Dumas, que ce n'est pas une question de différence. J'ai simplement des obligations ce soir. C'était un mensonge et il le savait. Claire aussi, probablement. Elle hocha la tête, les lèvres pincées, et entraîna Camille vers la cuisine. « Viens, on va ranger et on rentre. » Camille lança un dernier regard vers Jean-Baptiste, un regard déçu qui lui vrilla le cœur. Puis elle suivit sa mère sans un mot. Après leur départ, l'appartement retomba dans le silence. Mais cette fois, le silence était différent, oppressant, accusateur. Jean-Baptiste erra de pièce en pièce, incapable de trouver une occupation qui pourrait calmer cette agitation intérieure. Il essaya de lire, un essai sur l'économie mondiale qu'il avait acheté 3 mois plus tôt, sans jamais l'ouvrir. Impossible de se concentrer. Il alluma la télévision, des films de Noël, des émissions familiales, des publicités pour des jouets. Il éteignit presque aussitôt. Il se rendit dans la cuisine, ouvrit le réfrigérateur. À l'intérieur, des produits haut de gamme qu'il n'avait même pas envie de consommer. Du foie gras, du saumon fumé, une bouteille de champagne. Tout ce qu'il fallait pour un réveillon en solo. Pathétique. C'est alors qu'il remarqua quelque chose sur le plan de travail. Un dessin. Camille avait dû l'oublier là en partant. Jean-Baptiste s'en saisit, intrigué. C'était un bonhomme souriant, dessiné avec des traits maladroits, mais plein de vie. À côté, une maison avec de la fumée qui sortait de la cheminée. Et en bas de la feuille, écrit en lettres irrégulières, « Viens chez nous ce soir ». Jean-Baptiste fixa le dessin pendant de longues secondes. Quelque chose se brisa en lui. Une digue intérieure céda, libérant un flot d'émotions qu'il avait refoulé pendant des années. La solitude, le regret, la honte d'avoir laissé sa vie se vider de toute substance humaine. Il pensa à son frère Thomas, installé à Lyon avec sa femme et ses 3 enfants. Ils ne s'étaient pas parlé depuis l'enterrement de leur mère, 7 ans plus tôt. Une dispute stupide à propos de l'héritage. Jean-Baptiste avait insisté pour tout léguer à une fondation. Thomas trouvait cela insultant. Ils ne s'étaient plus jamais revus. Jean-Baptiste avait ses raisons, bien sûr. Thomas avait les siennes. Mais au final, qu'est-ce que cela avait changé? Rien. Juste 2 frères devenus étrangers. Il pensa à son ex-femme, Nathalie, qui vivait désormais à Bordeaux avec un professeur de philosophie. Leur mariage avait duré 12 ans, dont les 5 dernières à peine supportables. Elle lui reprochait son obsession pour le travail, son incapacité à être présent, à s'investir émotionnellement. Elle avait raison, bien sûr. Mais il ne l'avait compris que trop tard, lorsqu'elle avait fait ses valises sans un mot, laissant juste une lettre sur la table de la cuisine. Il pensa à tous ses dîners d'affaires, ses voyages à l'autre bout du monde, ses week-ends sacrifiés pour conclure des contrats. À quoi bon maintenant? L'argent était là, certes, mais à qui le laisser? À qui le partager? Jean-Baptiste posa le dessin sur le bureau à côté de son ordinateur. Il le regarda longuement, puis prit une décision. À 18h30, alors que la nuit était déjà tombée sur Paris, Jean-Baptiste enfila son manteau de laine anthracite, noua une écharpe en cachemire autour de son cou et sortit de l'appartement. Il avait trouvé l'adresse de Claire dans ses papiers administratifs, un 2 pièces à Aubervilliers, dans une résidence HLM près de la station Fort d'Aubervilliers. Le trajet en métro fut étrange. Jean-Baptiste n'avait pas pris les transports en commun depuis des années. Toujours des taxis, des VTC, parfois sa propre voiture. Mais ce soir, il voulait se fondre dans la masse, être un homme parmi d'autres. La ligne 5 était bondée. Des familles chargées de cadeaux, des jeunes qui riaient en parlant fort, des personnes âgées silencieuses, agrippées au bar.
Jean-Baptiste observait tout cela avec une fascination presque anthropologique. Il changea à Gare du Nord, prit la ligne 12 jusqu'à Front Populaire, puis termina à pied sous une petite neige fine qui commençait à tomber. Les rues d'Aubervilliers étaient loin du faste du 8e arrondissement. Des immeubles de béton grisâtre, des façades taguées, des commerces aux vitrines modestes, kebab, coiffeurs discount, supérettes ouvertes tard. Mais il y avait aussi une vie, une chaleur que son quartier n'avait pas. Des groupes de jeunes qui discutaient au pied des immeubles, des familles qui rentraient chez elles, des odeurs de cuisine qui s'échappèrent des fenêtres. Jean-Baptiste trouva la résidence sans difficulté. Un bâtiment de 7 étages avec des balcons encombrés de vélos et de linge étendu. Il monta au 3e par l'escalier. L'ascenseur était hors service. Les murs de la cage d'escalier étaient couverts de tags, mais propres. Une odeur de javel flottait dans l'air. Devant la porte du numéro 34, il hésita. Et si Claire le prenait mal? Si elle pensait qu'il venait par pitié, ou pire, par condescendance? Il faillit faire demi-tour. Puis il pensa au dessin de Camille, au sourire de cette petite fille qui, sans le connaître, avait vu sa tristesse. Il sonna. Des bruits de pas précipités. La porte s'ouvrit. Claire apparut, vêtue d'un pull rouge un peu déformé et d'un jean. Elle écarquilla les yeux, interloquée. « Monsieur Morel. Bonsoir, Madame Dumas. Je sais que c'est déplacé, mais j'ai repensé à l'invitation de Camille, et je me suis dit que, si vous êtes d'accord, bien sûr, je pourrais me joindre à vous, juste pour le dîner. Je ne veux pas m'imposer. » Claire resta sans voix. Derrière elle, Camille apparut en courant pieds nus sur le carrelage froid. « Monsieur, vous êtes venu !» Elle se jeta presque contre lui, un élan de joie pure. Jean-Baptiste sentit sa gorge se nouer. Claire, encore sous le choc, s'écarta pour le laisser entrer. « Bien sûr, entrez, je vous en prie. » Jean-Baptiste franchit le seuil. L'appartement était minuscule. Un couloir étroit, donnant sur une pièce principale qui faisait office de salon et de salle à manger. Une kitchenette dans un coin, une porte fermée qui devait mener à la chambre. Mais tout était impeccablement rangé. Sur les murs, des dessins de Camille encadrés avec soin. Une guirlande de Noël faite main, en papier coloré. Un petit sapin artificiel dans un coin, décoré de boules dépareillées et d'une étoile de carton doré. « C'est très accueillant, » dit Jean-Baptiste, sincère. Claire rougit légèrement. « C'est pas grand-chose, mais on fait avec ce qu'on a. »« C'est plus que ça, » dit Jean-Baptiste. « C'est un foyer. » Claire le regarda, surprise par la gravité de son ton. Camille, elle, sautillait déjà autour de lui. « Viens, je vais te montrer ma chambre. J'ai plein de dessins à te montrer. »« Camille, laisse Monsieur Morel respirer, » intervint Claire. « Va plutôt mettre la table, s'il te plaît. » Camille obéit, non sans avoir attrapé la main de Jean-Baptiste pour le tirer vers la table. Claire, encore embarrassée, se dirigea vers la cuisine. « J'ai préparé un gratin de pommes de terre. Rien de fancy, je préviens. »« C'est parfait, » dit Jean-Baptiste. « Vraiment. » Il s'assit à la petite table ronde, près de la fenêtre qui donnait sur le parking en contrebas. Camille disposa les assiettes, les couverts, les verres avec un sérieux de grande personne. Puis elle s'approcha de Jean-Baptiste, tenant quelque chose dans ses mains. « Tiens, c'est pour toi. » Elle lui tendit un paquet emballé dans du papier journal. Jean-Baptiste le prit, intrigué. Il défit l'emballage avec précaution. À l'intérieur, un petit carnet fait main. Les pages étaient cousues ensemble avec du fil rouge. Sur la couverture, dessiné au feutre noir, un cœur. Il ouvrit la première page. Il y était écrit en lettres appliquées. « Écris ce qui te rend heureux. » Jean-Baptiste sentit les larmes lui monter aux yeux. Il les retint de justesse, serrant le carnet contre lui. « Camille, c'est magnifique. C'est maman qui m'a aidé pour la couture. Mais les dessins, c'est moi. Comme ça, tu pourras écrire tout ce que tu veux. Les choses jolies. Les choses tristes aussi, si tu veux. Mais surtout les jolies. » Jean-Baptiste la regarda. Cette petite fille aux cheveux bouclés qui, sans le savoir, venait de lui offrir bien plus qu'un simple carnet. Elle lui offrait une raison de se souvenir, une raison de voir la beauté. « Merci, » murmura-t-il. « Merci, Camille. » Claire revint avec le plat fumant, les joues rouges de chaleur et d'émotion. Elle posa le gratin au centre de la table, puis s'assit en face de Jean-Baptiste. « Bon appétit, » dit-elle simplement. « J'ai un appétit, » répondirent en chœur Jean-Baptiste et Camille.
Et pour la première fois depuis des années, Jean-Baptiste mangea avec appétit. Pas parce que le plat était gastronomique, il ne l'était pas, mais parce qu'il était partagé. Parce qu'autour de cette table minuscule, dans cet appartement modeste, il y avait quelque chose qui manquait cruellement à son existence dorée. Il y avait de la vie. Les jours qui suivirent, Noël marquèrent un tournant dans la vie de Jean-Baptiste Morel. Pour la première fois depuis des années, il se réveillait avec une raison de sortir du lit. Une raison qui n'avait rien à voir avec l'argent, les obligations sociales ou l'ambition. Une raison simple, presque enfantine. Camille lui avait fait promettre de revenir le samedi suivant pour lui apprendre à fabriquer un autre carnet. Le 31 décembre, il passa le réveillon seul dans son appartement, comme prévu. Mais cette fois, au lieu de sombrer dans la mélancolie, il ouvrit le carnet que Camille lui avait offert et se mit à écrire. D'abord quelques mots hésitants, puis des phrases entières. Des souvenirs d'enfance qu'il croyait avoir oubliés. L'odeur du pain frais que sa mère achetait chaque matin à la boulangerie du village. Les dimanches d'été passés à pêcher avec son frère Thomas dans la rivière derrière la maison familiale. Le goût des cerises cueillies directement sur l'arbre. Il écrivit jusqu'à minuit, jusqu'à ce que les feux d'artifice éclatent au-dessus de Paris. Puis il referma le carnet, le serra contre lui, et pour la première fois depuis longtemps, il s'endormit avec un sentiment de paix. Le samedi 7 janvier, Jean-Baptiste se présenta à Aubervilliers à 14 heures précises, comme convenu. Il avait acheté du matériel dans une papeterie haut de gamme du Marais. Du papier aquarelle, des fils de couleur, de la colle japonaise, des poinçons de reliure. Camille ouvrit la porte avec un cri de joie. « Tu es venu !» Maman disait que tu allais peut-être oublier, mais je savais que tu viendrais. Claire apparut derrière elle, essuyant ses mains sur un torchon. Elle portait un jean déchiré aux genoux et un pull trop large. Ses cheveux étaient détachés pour une fois, tombant en vagues châtaines sur ses épaules. « Bonjour, monsieur Morel. Entrez, je vous en prie. Appelez-moi Jean-Baptiste, je vous en prie. » Le monsieur Morel, c'est pour les rendez-vous d'affaires. Claire esquissa un sourire timide. « Dans ce cas, appelez-moi Claire. » L'après-midi passa dans une atmosphère chaleureuse. Jean-Baptiste et Camille s'installèrent sur la table du salon, recouverte d'une vieille nappe cirée, et se mirent au travail. Jean-Baptiste découvrit avec surprise qu'il prenait un plaisir immense à ces gestes simples, plier le papier, percer les trous, passer le fil. Camille le guidait avec un sérieux attendrissant, corrigeant ses erreurs, riant de ses maladresses. Claire, de son côté, observait la scène depuis la kitchenette où elle préparait un gâteau au yaourt. Elle ne savait pas trop comment interpréter la présence de cet homme dans son appartement. Était-ce de la pitié, de la solitude, un caprice de riche désœuvré? Elle voulait croire à la sincérité, mais une partie d'elle restait sur ses gardes. Les gens comme Jean-Baptiste Morel ne fréquentaient pas les gens comme elle sans raison. Vers 17 heures, alors que le gâteau refroidissait sur le plan de travail, Camille proposa de montrer à Jean-Baptiste le quartier. Claire hésita, mais l'enthousiasme de sa fille était contagieux. « D'accord, mais mettez vos manteaux, il fait froid. » Ils sortirent tous les trois. Camille prit la main de Jean-Baptiste d'un côté, celle de sa mère de l'autre, et les entraîna dans les rues d'Aubervilliers. Elle leur montra la boulangerie où elles achetaient le pain le dimanche, une petite échoppe tenue par un couple algérien qui connaissait Camille par son prénom. Elle leur fit découvrir le square où elle jouait avec ses copines après l'école, un petit espace vert coincé entre deux immeubles, avec des balançoires rouillées et un toboggan délavé. « C'est là que je viens quand je suis triste », expliqua-t-elle, en montrant un banc sous un tilleul. « Je regarde les oiseaux et j'imagine des histoires. » Jean-Baptiste s'assit sur le banc, contemplant les immeubles alentours, les antennes paraboliques, les lessives étendues aux fenêtres. Ce n'était pas le Paris des cartes postales, mais c'était vivant, authentique. « C'est beau », dit-il. Claire, à côté de lui, le regarda avec surprise. « Vous trouvez ? » ?»« Oui, parce que c'est réel. Mon quartier est figé, comme un décor de musée. Ici, les gens vivent. » Claire ne répondit rien, mais quelque chose en elle se détendit. Les semaines suivantes, Jean-Baptiste revint presque tous les samedis. Il prenait le métro, traversait Paris, s'immergeait dans ce quartier qui devenait peu à peu familier. Il apprit à connaître les voisins de palier. Madame Benzema, une veuve marocaine qui gardait parfois Camille quand Claire travaillait tard. Malik, un jeune de 20 ans qui rêvait de devenir ingénieur mais galérait à payer ses études. La famille Diallo,
avec leurs 4 enfants bruyants et adorables. Jean-Baptiste découvrit aussi les difficultés du quartier. L'école primaire où Camille était scolarisée manquait de moyens, pas assez de livres, des ordinateurs obsolètes, une bibliothèque fermée faute de budget. Le centre social était débordé, incapable de répondre à toutes les demandes. Les familles se débrouillaient comme elles pouvaient, s'entraidaient, mais les besoins étaient immenses. Un soir de février, alors qu'il rentrait chez lui après une journée passée chez Claire, Jean-Baptiste eut une révélation. Il était dans le métro, serré entre une femme avec un landau et un homme qui lisait Le Monde. Et soudain, tout devint clair. Il avait de l'argent, beaucoup d'argent. De l'argent qui dormait sur des comptes qui ne servaient à rien. Et ici, à Aubervilliers, il y avait des besoins criants. Des enfants qui rêvaient d'avoir accès à des livres, à des activités créatives, à des espaces pour grandir. Pourquoi ne pas créer une bibliothèque communautaire, un lieu ouvert à tous, avec des livres, des ordinateurs, un atelier d'art plastique pour les enfants? Un projet qui aurait du sens, un projet qui peut-être donnerait enfin un sens à sa fortune. Le samedi suivant, il en parla à Claire. Ils étaient tous les 3 attablés devant un chocolat chaud, une habitude qu'ils avaient prise. Camille dessinait. Claire feuilletait un magazine de décoration. « Claire, j'ai quelque chose à vous proposer. » Elle leva les yeux, intriguée. « Je vous écoute. J'ai pensé. Enfin, j'ai eu une idée. Une bibliothèque communautaire. Ici, dans le quartier. Un lieu où les enfants pourraient même venir lire, dessiner, utiliser des ordinateurs, avec des ateliers créatifs, peut-être des cours de soutien scolaire. Un endroit gratuit, ouvert à tous. » Claire le regarda, interdite. « Une bibliothèque ? » ?»« Oui, j'ai repéré un local commercial vide sur l'avenue Jean Jaurès. L'ancien pressing. Il est assez grand, bien placé. Je pourrais le racheter, le rénover, l'équiper. Et vous, si vous acceptez, vous pourriez m'aider à le gérer. Vous connaissez le quartier, les besoins. Moi, je ne connais que l'argent. » Claire resta silencieuse un long moment. Camille, qui avait cessé de dessiner, les observait avec des yeux brillants. « C'est une blague ?» finit par demander Claire. « Non, je suis très sérieux. Mais pourquoi ?» Jean-Baptiste hésita. Comment expliquer? Parce qu'il avait besoin de donner un sens à sa vie. Parce qu'il voulait se racheter des années passées à ne penser qu'à lui-même. Parce que, pour la première fois, il avait trouvé quelque chose qui valait la peine. Parce que cet argent ne me rend pas heureux. Et parce que je crois que ça pourrait rendre heureux beaucoup de gens ici. Claire secoua la tête, les larmes aux yeux. « Vous êtes fou. »« Que peut-être. Alors, vous êtes d'accord ?» Camille bondit de sa chaise. « Oui, oui, dis oui, maman. » Claire regarda sa fille, puis Jean-Baptiste. Et elle sourit, un sourire qui illumina son visage fatigué. « D'accord. » Les mois de mars et avril furent un tourbillon d'activités. Jean-Baptiste racheta le local, le fit rénover entièrement. Il choisit les couleurs avec Camille, des tons chauds, jaunes et orangés, pour que l'endroit soit accueillant. Il commanda des étagères sur mesure, des tables et des chaises ergonomiques, des tapis colorés. Il fit installer une connexion Internet haut débit, acheta 10 ordinateurs portables neufs, fit livrer des centaines de livres, albums pour enfants, romans jeunesse, classiques, bandes dessinées, livres documentaires. Claire, de son côté, mobilisa le quartier. Elle organisa des réunions avec les parents d'élèves, les associations locales, le centre social. Elle recruta des bénévoles, des étudiants, des retraités, des habitants qui voulaient donner de leur temps. Elle imagina la programmation. Ateliers de dessin le mercredi, aide aux devoirs le soir, lectures à voix haute le samedi. Jean-Baptiste découvrit une énergie qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Il se levait tôt, consultait des devis, négociait avec des artisans, réglait les aspects administratifs. Il créa une association, Loi 1901, la dota d'un fonds de départ conséquent. Il ouvrit un compte dédié, engagea un comptable pour garantir la transparence. Mais plus il s'investissait, plus il sentait quelque chose changer entre Claire et lui. Au début, elle était enthousiaste, reconnaissante. Mais peu à peu, une tension s'installa. Elle devenait distante, presque froide. Quand il proposait des idées, elle les accueillait avec scepticisme. Quand il voulait acheter du matériel supplémentaire, elle refusait, prétextant que c'était trop, que ce n'était pas nécessaire. Jean-Baptiste ne comprenait pas. Il faisait tout ça pour aider, non? Pourquoi ce malaise?
Un soir de fin avril, alors qu'il rentrait chez lui après une journée passée à superviser les travaux, il reçut un appel, un numéro qu'il n'avait pas enregistré. Il décrocha, intrigué. « Allô? Jean-Baptiste? C'est Thomas. » Jean-Baptiste se figea. Son frère, 7 ans qu'ils ne s'étaient pas parlé. « Thomas, comment as-tu eu mon numéro? J'ai demandé à ton ancien notaire. Écoute, je ne vais pas tourner autour du pot. Laure et moi, on organise un repas de famille pour Pâques. Les enfants grandissent, ils ne te connaissent même pas. Ça me pèse. On pourrait se voir? Essayer de tourner la page? » Jean-Baptiste s'assit sur son canapé, le souffle coupé. Pendant des années, il avait attendu cet appel. Et maintenant qu'il arrivait, il ne savait pas quoi répondre. Je ne sais pas, Thomas. Tu n'es pas obligé de décider tout de suite. Réfléchis. Mais sache que je regrette. Cette dispute, c'était stupide. On a perdu assez de temps. D'accord, je vais y réfléchir. Merci. Et Jean-Baptiste, je suis content de t'entendre. Ils raccrochèrent. Jean-Baptiste resta immobile, le téléphone à la main, submergé par un mélange d'émotions contradictoires. La culpabilité, le regret, l'espoir aussi. Il pensa à Camille, à Claire, à ce projet qui prenait vie. Il pensa à ce qu'il était en train de construire ici, à Aubervilliers. Une deuxième chance. Peut-être était-il temps d'en saisir une autre, avec sa propre famille. Début mai, la bibliothèque était presque prête. Les travaux touchaient à leur fin. L'inauguration était prévue pour le 20 mai. Claire et Jean-Baptiste passaient leur journée ensemble à tout organiser. Et malgré la tension persistante, ils formaient une bonne équipe. Mais un événement vint tout faire basculer. C'était un jeudi soir. Claire rentrait chez elle après une journée épuisante. Elle ouvrit sa boîte aux lettres et y trouva un courrier de son bailleur social. Elle l'ouvrit, s'attendant à une facture ou une relance. Ce qu'elle lut la laissa sans voix. « Madame Dumas, nous vous informons que votre arriéré de loyer d'un montant de 850 € a été réglé intégralement le 15 avril dernier par un tiers. Votre dossier est désormais à jour. Cordialement, le service comptabilité. » Claire relut le courrier 3 fois. Un tiers. Quelqu'un avait payé son loyer en retard. Et elle savait exactement qui. La rage monta en elle, une rage sourde, humiliante. Comment avait-il osé? Comment avait-il osé faire ça sans lui en parler? Elle qui se battait depuis des mois pour rembourser cet arriéré, qui avait pris des heures supplémentaires, qui avait renoncé à acheter des vêtements neufs pour Camille. Et lui, dans son arrogance de riche, avait réglé le problème d'un coup de carte bancaire, comme si elle était une œuvre de charité. Elle attendit le lendemain soir. Jean-Baptiste devait venir dîner, comme souvent désormais. Quand il sonna à la porte, Claire ouvrit avec un visage fermé. « Bonsoir, Claire. Ça va? »« Entre, » dit-elle froidement. Jean-Baptiste comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Camille, assise à table, leva les yeux vers lui avec un sourire, mais Claire l'interrompit. « Camille, va dans ta chambre, s'il te plaît. »« Mais maman, j'ai dit, va dans ta chambre. » Camille obéit, vexée. Dès qu'elle eut refermé la porte, Claire se tourna vers Jean-Baptiste, le courrier du bailleur à la main. « C'est quoi ça ?» Jean-Baptiste jeta un coup d'œil au document et pâlit. « Claire, je peux t'expliquer. »« M'expliquer quoi ? Que tu as payé mon loyer en retard sans me le dire. Que tu t'es permis de fouiller dans ma vie privée pour savoir que j'avais des dettes. Ce n'est pas ça. »« Alors c'est quoi ?» cria-t-elle, la voix tremblante de rage. « Tu voulais m'aider ? Me sauver, c'est ça ? Jouer les bienfaiteurs pour te sentir moins coupable de ta vie de merde ?» Jean-Baptiste accusa le coup, blessé. « Claire, j'ai vu que tu étais stressée. Tu en parlais dans ton sommeil, l'autre jour, quand tu t'es endormie sur le canapé après les travaux. J'ai voulu. Tu as voulu quoi? Me faire la charité? Me traiter comme une pauvre petite chose pathétique qui ne sait pas gérer sa vie? Non, j'ai voulu t'aider, c'est tout. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je me débrouille très bien toute seule depuis des années. Je n'ai besoin de personne. » Jean-Baptiste resta silencieux, ne sachant plus quoi dire. Claire serrait les poings, les larmes aux yeux. « Tu sais ce que c'est, d'être pauvre, Jean-Baptiste? Tu sais ce que c'est de compter chaque centime, de renoncer à tout, de se battre tous les jours, juste pour maintenir la tête hors de l'eau? Non, tu ne sais pas. Parce que toi, tu as toujours eu l'argent. Alors tu crois pouvoir résoudre tous les problèmes avec un chèque? Mais tu te trompes. Parce que ce que tu viens de faire, ce n'est pas m'aider. C'est m'humilier. Ce n'était pas mon intention. Je me fous de tes intentions. Tu n'avais pas le droit. »
Elle s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Jean-Baptiste s'approcha, voulut poser une main sur son épaule, mais elle se dégagea violemment. « Ne me touche pas. Sors d'ici. »« Claire. » »« J'ai dit sors. » Jean-Baptiste recula, les mains levées en signe d'apaisement. Il jeta un regard vers la porte fermée de la chambre de Camille, d'où provenaient des sanglots étouffés. Puis il se dirigea vers la sortie. « Je suis désolé, » murmura-t-il avant de partir. La porte claqua derrière lui. Les jours qui suivirent furent un calvaire. Claire refusa de répondre à ses appels, ignora ses messages. Elle continua à travailler sur le projet de la bibliothèque. Elle avait donné sa parole aux habitants du quartier, elle ne pouvait pas les abandonner. Mais elle évitait soigneusement Jean-Baptiste, déléguant toutes les tâches par mail ou par l'intermédiaire de bénévoles. Jean-Baptiste sombra dans une spirale de culpabilité et de désespoir. Il avait voulu bien faire et il avait tout gâché, comme d'habitude. Comme avec Nathalie, comme avec Thomas. Il passait ses nuits à retourner la scène dans sa tête, à chercher ce qu'il aurait dû dire, comment il aurait pu s'y prendre autrement. Un soir, n'y tenant plus, il appela son frère Thomas. « Thomas, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je suis content de t'entendre. Tu as réfléchi pour Pâques ? » « Oui, je viendrai. Si l'invitation tient toujours. » « Bien sûr qu'elle tient. Laure et les enfants vont être ravis. » Il y eut un silence. Puis Thomas reprit, inquiet. « Ça va ? Tu as l'air. T'ailles ailleurs. » Jean-Baptiste hésita puis se lança. « J'ai fait une connerie, Thomas. Une grosse connerie. J'ai voulu aider quelqu'un et je l'ai blessé. Je ne sais pas comment réparer. » Thomas soupira. « Tu sais, Jean-Baptiste, tu as toujours été comme ça. Tu veux tout contrôler, tout résoudre. Mais parfois, les gens n'ont pas besoin qu'on résolve leurs problèmes. Ils ont juste besoin qu'on soit là, qu'on les écoute. Comment je fais maintenant ? Tu t'excuses. Vraiment. Sans te justifier. Et tu lui laisses le choix. Le choix de te pardonner ou pas. Le choix de continuer ou pas. Parce que c'est ça, respecter quelqu'un. Lui laisser le choix. Jean-Baptiste acquiesça, la gorge serrée. « Merci, Thomas. »« De rien, frangin. » Et Jean-Baptiste. « Bienvenue dans le monde des vivants. Ça fait du bien de te retrouver. » Ils raccrochèrent. Jean-Baptiste resta longtemps assis dans le noir de son bureau, le carnet de Camille posé devant lui. Il l'ouvrit, relut les mots de la première page. « Écris ce qui te rend heureux. » Il prit un stylo et écrivit « Ce qui me rend heureux, avoir rencontré Camille et Claire, avoir découvert qu'il n'est jamais trop tard pour changer, avoir compris que l'argent ne sert à rien si on n'a personne avec qui partager. Ce que j'ai appris, qu'on ne peut pas acheter le respect. Qu'aider quelqu'un, ce n'est pas faire à sa place, c'est marcher à ses côtés. Que la fierté n'est pas un défaut, c'est une dignité. Ce que j'espère, avoir une deuxième chance. Mériter leur confiance. » Il referma le carnet, les yeux humides. Le 20 mai arriva, jour de l'inauguration de la bibliothèque communautaire. Jean-Baptiste s'y rendit tôt le matin, le cœur lourd. Claire serait là, évidemment. Mais lui parlerait-elle ? Le regarderait-elle seulement ? Le local était transformé. Les murs repeints en jaune pâle, les étagères remplies de livres aux couvertures colorées, les tables installées en îlots pour favoriser le travail de groupe. Un coin lecture avec des coussins au sol, un espace informatique, un atelier d'art plastique avec du matériel flambant neuf, et dans l'entrée, une grande fresque murale réalisée par les enfants du quartier, représentant un arbre dont les branches portaient des livres ouverts. Des habitants commençaient à arriver, des familles, des enfants excités, des personnes âgées curieuses. Malik, le jeune voisin de Claire, était là avec un groupe d'amis. Madame Benzema amenait ses petits-enfants. Le directeur de l'école primaire serrait des mains, félicitait tout le monde. Claire arriva à 10 heures, accompagnée de Camille. Elle portait une robe simple, bleu marine, et avait attaché ses cheveux. Elle était magnifique. Camille, en revanche, se précipita immédiatement vers Jean-Baptiste. « Jean-Baptiste, tu es venu !» Elle se jeta dans ses bras. Jean-Baptiste la serra contre lui, submergé par l'émotion. « Bien sûr que je suis venu, ma puce. Je ne raterai ça pour rien au monde. » Camille se détacha, le regarda avec des yeux graves. « Pourquoi tu viens plus à la maison ? Maman dit que vous êtes fâchés. C'est vrai ?» Jean-Baptiste jeta un regard vers Claire, qui détournait les yeux. « On a eu une dispute, mais ce n'est pas grave. »« Si, c'est grave. J'aime pas quand vous êtes fâchés. Tu peux pas t'excuser ? » « Ce n'est pas si simple, Camille.
Si, c'est simple. Quand moi je fais une bêtise, je m'excuse. Et après c'est fini. Tu peux pas faire pareil. Jean-Baptiste sourit tristement. Tu as raison, je vais essayer. À 11 heures, Claire prit la parole devant l'assemblée rassemblée. Une cinquantaine de personnes entassées dans le local trop petit. Jean-Baptiste se tenait au fond, discret. « Bonjour à tous », commença Claire, la voix légèrement tremblante. Je voulais vous remercier d'être venus aujourd'hui. Cette bibliothèque, c'est un projet qui nous a tous mobilisés. Les bénévoles, les habitants, les associations. Chacun a apporté sa pierre. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Mais je dois être honnête avec vous. Sans l'aide d'une personne en particulier, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Cette personne a financé tout ça. Elle a cru en nous alors que personne d'autre n'y croyait. Elle a donné de son temps, de son énergie, de son cœur. Elle tourna la tête vers Jean-Baptiste, les yeux brillants. Jean-Baptiste Morel, merci, vraiment, pour tout. Jean-Baptiste sentit sa gorge se serrer. Les gens applaudirent. Camille, debout à côté de sa mère, souriait de toutes ses dents. Mais Claire n'avait pas terminé. Cependant, je veux dire quelque chose d'important. Ce lieu ne doit pas être une œuvre de charité. Il ne doit pas être le résultat de la pitié d'un riche pour des pauvres. Il doit être un espace de dignité, un espace où chacun a sa place, quelle que soit son origine, son niveau de vie, parce que la vraie solidarité, ce n'est pas donner de l'argent. C'est reconnaître l'autre comme son égal. Le silence se fit dans la salle. Jean-Baptiste comprit. C'était à lui de parler, de s'expliquer, de se justifier ou, au contraire, de s'excuser vraiment. Il s'avança lentement vers l'avant de la salle. Tous les regards convergèrent vers lui. Il se racla la gorge, cherchant ses mots. « Claire a raison », dit-il d'une voix claire. « J'ai fait des erreurs. J'ai cru que l'argent pouvait tout résoudre. J'ai agi dans le dos de Claire, sans respecter sa fierté, sa dignité. Et je m'en excuse, sincèrement. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas venu ici pour me racheter une conscience. Je suis venu ici parce que j'étais seul, parce que Camille m'a tendu la main un soir de Noël, et que ce geste a tout changé. Ce projet, ce n'est pas mon projet, c'est le vôtre. Je n'ai été qu'un facilitateur. L'argent, c'était juste un moyen. Le vrai moteur, c'est vous. Votre énergie, votre envie de faire changer les choses. » Il marqua une pause, puis reprit, la voix chargée d'émotion. « Claire, je suis désolé. J'ai voulu t'aider, mais je t'ai manqué de respect. Je pensais bien faire, mais je n'ai pas compris que la vraie aide, ce n'est pas faire à la place de l'autre. C'est marcher à ses côtés. Je te demande pardon. Et si tu acceptes, j'aimerais continuer à marcher à tes côtés. Pas comme un bienfaiteur, mais comme un ami. » Le silence était total. Claire le fixait, les larmes roulant sur ses joues. Puis, lentement, elle s'approcha de lui. « Tu es un idiot, Jean-Baptiste Morel, » murmura-t-elle. « Je sais. Un idiot prétentieux, maladroit, qui ne comprend rien aux gens normaux. Je sais. Mais tu es aussi quelqu'un de bien, quelqu'un qui essaie. Et c'est déjà beaucoup. » Elle lui tendit la main. Jean-Baptiste la prit, submergé par le soulagement. « Ami ?» demanda-t-il. « Ami » répondit-elle. Camille poussa un cri de joie et se jeta sur eux, les enlaçant tous les deux. L'assemblée applaudit, rit, essuya quelques larmes. Madame Benzma cria en arabe quelque chose qui ressemblait à une bénédiction. Malik siffla, et au milieu de ce brouhaha, Jean-Baptiste se sentit enfin à sa place. Les semaines qui suivirent l'inauguration furent à la fois intenses et apaisantes. La bibliothèque connut un succès immédiat. Dès les premiers jours, une vingtaine d'enfants venaient chaque après-midi faire leurs devoirs, emprunter des livres, participer aux ateliers. Les mercredis, l'atelier de dessin animé par Camille et 2 bénévoles affichait complet. Les samedis, les lectures à voix haute rassemblaient parents et enfants dans une atmosphère chaleureuse. Jean-Baptiste venait 3 fois par semaine. Il ne dirigeait rien, c'était Claire qui gérait le lieu, avec l'aide d'une petite équipe de bénévoles. Lui se contentait d'être présent. Il aidait les enfants avec leurs devoirs de mathématiques, un domaine où il excellait. Il rangeait les livres, réparait une chaise cassée, changeait une ampoule. Des tâches simples, presque dérisoires pour quelqu'un qui avait dirigé une entreprise internationale. Mais c'était précisément cette simplicité qui le comblait. Un après-midi de début juin, alors qu'il aidait un garçon de 12 ans à résoudre un problème de géométrie, Claire s'assit à côté de lui. « Tu sais, dit-elle à voix basse, je voulais te dire quelque chose. » Jean-Baptiste leva les yeux vers elle. «
Je t'écoute. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, à notre dispute, et je me rends compte que j'ai été dur avec toi. Trop dur, peut-être. Non, tu avais raison, j'ai été maladroit. Claire secoua la tête. Oui, tu as été maladroit, mais ton intention était bonne. Et moi, j'ai réagi avec mon orgueil. J'ai eu tellement peur d'être traité en assisté que je n'ai pas vu que tu agissais par affection, pas par pitié. Jean-Baptiste sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Je ne te verrai jamais comme une personne à assister, Claire. Tu es l'une des femmes les plus fortes et les plus dignes que je connaisse. Claire rougit légèrement, gênée par le compliment. Bon, arrête, tu vas me faire pleurer devant les gamins. Ils échangèrent un sourire complice. Quelque chose avait changé entre eux. La tension s'était dissipée, remplacée par une complicité paisible, une confiance retrouvée. Au fait, reprit Claire, Camille te réclame. Elle veut que tu viennes dîner samedi. Elle a préparé tout un programme. Fabrication de carnets, gâteaux au chocolat, et apparemment elle veut te montrer un spectacle surprise. Jean-Baptiste rit. Comment pourrais-je refuser une telle invitation? Le samedi suivant, Jean-Baptiste se présenta à l'appartement de Claire à 18h, les bras chargés d'ingrédients pour le gâteau. Du chocolat noir de qualité, de la farine biologique, des œufs fermiers. Claire ouvrit la porte avec un sourire amusé. « Tu ne peux pas t'empêcher d'en faire trop, hein ?»« C'est une déformation professionnelle, » répondit Jean-Baptiste en haussant les épaules. Camille déboucha de sa chambre, vêtue d'une robe princesse improvisée avec des draps et un bandeau doré sur la tête. « Bienvenue dans mon royaume, » déclara-t-elle avec emphase. « Je suis la princesse Camille, et toi tu es le chevalier Jean-Baptiste. » Rien que ça, commenta Claire en levant les yeux au ciel. Jean-Baptiste se plia au jeu, s'agenouillant théâtralement. « À vos ordres, princesse. » Camille éclata de rire, puis lui prit la main. « Allez, viens. On va faire le gâteau d'abord, et après je te montre mon spectacle. » L'après-midi passa dans une atmosphère joyeuse. Ils préparèrent le gâteau ensemble, Camille insistant pour tout faire elle-même. Casser les œufs, dont un finit par terre, mélanger la pâte en s'en mettant partout, lécher le fouet malgré les protestations de Claire sur l'hygiène. Jean-Baptiste observait la scène avec un attendrissement profond. Cette normalité, cette simplicité, c'était exactement ce qui lui avait manqué toute sa vie. Pendant que le gâteau cuisait, Camille disparut dans sa chambre pour préparer son spectacle. Claire et Jean-Baptiste s'installèrent sur le canapé avec un thé. « Tu sais, dit Claire après un moment de silence, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. C'est étrange. Moi aussi, admit Jean-Baptiste. Tu vas rire, mais au début, je te trouvais un peu terrifiant. Ce type riche, froid, qui vivait seul dans son appartement immense. Je me demandais quel genre d'homme tu étais. Et maintenant ?» Claire le regarda, pensive. « Maintenant, je vois un homme qui essaie, qui apprend, qui n'a pas peur de se tromper. C'est rare. » Jean-Baptiste détourna les yeux émus. « C'est grâce à vous, à Camille surtout. Elle m'a rappelé ce que j'avais oublié, que la vie ne se résume pas à accumuler de l'argent, qu'il y a des choses plus importantes, les rires, les gâteaux ratés, les spectacles improvisés. » Claire posa sa main sur la sienne. « Tu sais, tu fais partie de notre famille maintenant, pas comme un bienfaiteur ou un mécène, comme un oncle peut-être, ou un grand frère un peu gauche. » Jean-Baptiste sentit les larmes lui monter aux yeux. Une famille. C'était la première fois depuis des années qu'il se sentait appartenir à quelque chose de plus grand que lui-même. Camille réapparut à ce moment-là, interrompant l'instant d'émotion. « C'est l'heure du spectacle. Installez-vous. » Ils s'assirent sur le canapé côte à côte. Camille se plaça devant eux, prit une grande inspiration et commença à réciter un poème qu'elle avait écrit. Un poème maladroit, avec des rimes approximatives, mais d'une sincérité déchirante. Elle parlait d'un monsieur triste qui avait retrouvé le sourire, d'une petite fille qui aimait dessiner, d'une maman qui travaillait dur. Elle parlait de Noël, de carnets, de bibliothèque. Elle parlait d'eux. À la fin, Jean-Baptiste et Claire applaudirent, les larmes aux yeux. Camille salua, radieuse. « Alors, c'était bien ?»« C'était magnifique, » dit Jean-Baptiste d'une voix étranglée. Début avril, Jean-Baptiste prit le TGV pour Lyon. Son frère Thomas l'attendait à la gare, accompagné de sa femme Laure et de leurs 3 enfants, Hugo, 12 ans, Léa, 9 ans, et le petit Théo, 5 ans. Jean-Baptiste les reconnut immédiatement, même s'il ne les avait jamais vus en personne. Thomas lui avait envoyé des photos par mail. « Jean-Baptiste !» cria Thomas en l'apercevant.
Ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre, une étreinte maladroite, chargée de 7 années de silence et de regret. « Bon retour parmi nous, frangin », murmura Thomas. Le week-end fut étrange, émouvant, parfois tendu. Jean-Baptiste découvrit ses neveux. Hugo, passionné de football, Léa, lectrice vorace, et Théo, un petit garçon plein d'énergie qui ne tenait pas en place. Il découvrit aussi la vie que son frère avait construite. Une maison confortable dans le quartier de Croix-Rousse, un jardin où les enfants jouaient au ballon, une cuisine où régnait un joyeux désordre. Le dimanche de Pâques, autour du gigot d'agneau préparé par Laure, Thomas osa enfin aborder le sujet qui fâchait. « Jean-Baptiste, je voulais te dire, je regrette. Notre dispute, c'était idiot. Maman aurait détesté nous voir comme ça. » Jean-Baptiste hocha la tête, la gorge serrée. « Moi aussi, je regrette. J'aurais dû faire le premier pas, mais j'étais orgueilleux, blessé. J'avais l'impression que tu me jugeais. Je te jugeais, admit Thomas. Tu étais tellement obsédé par ton travail, par l'argent. Je ne te reconnaissais plus. Mais j'ai eu tort de réagir comme ça. J'aurais dû essayer de te parler, pas de te couper les ponts. » Laure intervint, posant une main apaisante sur l'épaule de son mari. « Ce qui compte, c'est que vous soyez là, tous les deux. Maintenant, le passé est le passé. » Jean-Baptiste regarda ses neveux, qui jouaient dans le jardin à travers la baie vitrée. Hugo montrait quelque chose à Léa, qui riait. Théo courait après un ballon. « Je veux les connaître, » dit-il soudain. « Vraiment les connaître. Être présent. Si vous m'acceptez. » Thomas sourit, les yeux brillants. « Bien sûr qu'on t'accepte. Tu es leur oncle, et tu as 7 ans de retard à rattraper. » Ce soir-là, avant de repartir à Paris, Jean-Baptiste passa du temps avec chacun de ses neveux. Il joua au foot avec Hugo, discuta de livres avec Léa, fit voler Théo dans les airs jusqu'à ce que le petit hurle de rire. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit utile. Pas grâce à son argent, juste grâce à sa présence. L'été arriva, chaud et lumineux. La bibliothèque ferma pour les vacances scolaires, mais Claire organisa des activités estivales, sorties au parc, pique-niques, ateliers en plein air. Jean-Baptiste proposa de financer un camp d'été d'1 semaine pour les enfants du quartier. Cette fois, il en parla d'abord à Claire, lui demandant son avis, respectant ses choix. Ensemble, ils organisèrent 1 semaine à la campagne, en Normandie, dans un centre aéré. 20 enfants, dont Camille, partirent avec eux. Jean-Baptiste découvrit les joies du camping. Les nuits sous la tente, les chansons autour du feu, les randonnées dans les champs. Il était maladroit, perdait régulièrement le groupe, se faisait piquer par les moustiques. Mais il riait. Il riait comme il n'avait pas ri depuis l'enfance. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour du feu, Camille vint se blottir contre lui. « Jean-Baptiste, tu es heureux maintenant ?»« Oui, ma puce, je suis heureux. C'est grâce à moi, non ?» se vanta-t-elle avec un sourire malicieux. Jean-Baptiste rit. « Oui, c'est grâce à toi, tu m'as sauvé, tu sais ?» Camille fronça les sourcils. « Je t'ai pas sauvé, je t'ai juste invité à manger. » Parfois, c'est la même chose. Claire, de l'autre côté du feu, les observait avec tendresse. Elle avait longtemps eu peur que Jean-Baptiste disparaisse de leur vie aussi vite qu'il y était entré. Mais elle commençait à comprendre que ce n'était pas un caprice de riche désœuvré. C'était un homme qui reconstruisait sa vie. Et d'une certaine manière, elle aussi reconstruisait la sienne. Pour la première fois depuis le départ du père de Camille, elle ne se sentait plus seule. Elle avait une équipe, un ami, quelqu'un sur qui compter. Septembre arriva avec la rentrée scolaire. La bibliothèque rouvrit ses portes, encore plus fréquentées qu'avant. Le bouche à oreille avait fonctionné. Des enfants d'autres quartiers venaient aussi. Des parents proposaient leur aide. Le projet prenait de l'ampleur. Jean-Baptiste, de son côté, commença à réfléchir à l'avenir. Que voulait-il faire des années qui lui restaient? Continuer à vivre seul dans son appartement haussmannien ou construire quelque chose de différent? Un jour d'octobre, il prit une décision radicale. Il mit son appartement en vente. 180 mètres carrés pour un homme seul, c'était absurde. Il chercha quelque chose de plus petit, de plus chaleureux. Un 3 pièces dans le 11e arrondissement, près de la place de la Bastille. Un quartier vivant, populaire, loin du faste du 8e. Quand il en parla à Claire, elle fut stupéfaite. « Tu es sûr de toi ? C'est un sacré changement. » « J'en suis sûr. Cet appartement, c'était mon ancienne vie. Je veux construire autre chose. Et tu vas faire quoi de tout cet argent de la vente ?» Jean-Baptiste haussa les épaules. «
En mettre une partie de côté pour mes neveux. Créer un fonds de dotation pour financer d'autres projets comme la bibliothèque et peut-être m'offrir quelques voyages. Je n'ai jamais vraiment voyagé pour le plaisir, toujours pour le travail. Claire sourit. Tu changes, Jean-Baptiste Morel, grâce à toi et à Camille. Ils se regardèrent et dans ce regard, il y avait une reconnaissance mutuelle. Ils s'étaient sauvés l'un l'autre. Claire avait trouvé un soutien, une présence stable. Jean-Baptiste avait trouvé un sens, une raison d'être. Novembre fut gris et pluvieux. Les jours raccourcissaient et avec eux revenaient les souvenirs. Jean-Baptiste pensa à sa mère, décédée 8 ans plus tôt. Il n'était pas allé sur sa tombe depuis l'enterrement. Un après-midi, il prit le train pour Auxerre, où elle était enterrée dans le cimetière communal. Il resta longtemps devant la pierre tombale, les mains dans les poches, incapable de parler. Qu'aurait-elle pensé de lui maintenant, de l'homme qu'il était devenu? Aurait-elle été fière ou déçue? « Pardon, maman, finit-il par murmurer. Pardon d'avoir mis si longtemps à comprendre. » Le vent soufflait entre les tombes. Jean-Baptiste déposa un bouquet de roses blanches, les fleurs préférées de sa mère, et repartit le cœur plus léger. De retour à Paris, il trouva un message de Camille sur son répondeur. Sa voix enfantine, pleine d'enthousiasme. « Jean-Baptiste, c'est moi, Camille. Maman dit que Noël arrive bientôt et qu'il faut déjà penser au menu. Tu viens chez nous cette année aussi, hein? Dis oui. Bisous. » Jean-Baptiste sourit. Oui, il viendrait, évidemment. Les préparatifs de Noël commencèrent début décembre. Cette année, Jean-Baptiste proposa quelque chose de différent. Et si on fêtait Noël tous ensemble, toi, Camille, moi, et ma famille, Thomas, Laure, les enfants, on pourrait louer un grand gîte à la campagne, passer quelques jours ensemble. Claire hésita. Tu es sûr? Ta famille. Ils vont penser quoi? Ils vont penser que vous êtes important pour moi, parce que vous l'êtes. Claire rougit, touchée. Bon, d'accord, mais à une condition, on participe aux frais. Pas question que tu paies tout. Jean-Baptiste leva les mains en signe de capitulation. D'accord, on partage. Ils louèrent un gîte en Bourgogne, une grande maison en pierre avec 6 chambres, une cheminée monumentale et un jardin enneigé. Le 23 décembre, tout le monde se retrouva. Thomas et sa famille arrivèrent en voiture depuis Lyon. Claire et Camille prirent le train avec Jean-Baptiste. Les premiers instants furent un peu tendus. 2 mondes qui se rencontraient, la famille de classe moyenne de Thomas et Claire, mère célibataire issue d'un milieu populaire. Mais Camille, avec son naturel désarmant, brisa immédiatement la glace. « T'as vu, Léa? J'ai le même âge que toi. On va pouvoir jouer ensemble. » Les 2 petites filles s'entendirent immédiatement. Hugo montra ses talents de footballeur à Camille, qui s'avéra étonnamment douée. Théo courut partout en criant, semant un joyeux chaos. Le soir du 24, ils préparèrent tous ensemble le repas de Noël. Laure et Claire s'occupèrent de la dinde. Thomas et Jean-Baptiste épluchèrent les légumes en riant de leurs souvenirs d'enfance. Les enfants dressèrent la table, la décorant de pommes de pin et de bougies. Pendant le dîner, autour de la grande table en bois, Jean-Baptiste observa la scène. Les visages illuminés par la lumière des bougies. Les rires. Les conversations qui se croisaient. Camille qui racontait une blague, Hugo qui se moquait gentiment de son père, Léa qui lisait un poème qu'elle avait écrit, Claire et Laure qui discutaient comme de vieilles amies. Il pensa à l'année écoulée, à ce soir de Noël où il était seul, dans son appartement glacé, à Camille qui avait sonné à sa porte, à tout ce qui avait changé depuis. Thomas leva son verre. « Je propose un toast » à Jean-Baptiste, qui a enfin compris ce qui compte vraiment. « À Jean-Baptiste » répétèrent-ils en chœur. Jean-Baptiste sentit les larmes lui monter aux yeux. « Non » dit-il d'une voix étranglée, « à vous tous, parce que vous m'avez accepté alors que je ne le méritais pas, parce que vous m'avez appris ce qu'était une famille. » Camille se leva de sa chaise et vint se blottir contre lui. « T'es bête, Jean-Baptiste. On t'a pas appris ce qu'était une famille. Tu fais partie de notre famille. C'est pas pareil. » Jean-Baptiste la serra contre lui, incapable de parler. Après le dîner, ils s'installèrent tous au salon, devant la cheminée. C'était l'heure des cadeaux. Les enfants se précipitèrent sous le sapin improvisé, distribuant les paquets avec excitation. Jean-Baptiste avait préparé quelque chose pour chacun. Des livres pour Léa, un ballon de foot professionnel pour Hugo, un jeu de construction pour Théo, des produits de beauté et un bon pour un spa pour Laure. Une bouteille de vin rare pour Thomas. Mais c'est Camille qui l'intriguait.
Elle lui tendit un paquet emballé dans du papier journal, comme l'année précédente. Jean-Baptiste le déballa avec précaution. À l'intérieur, un nouveau carnet. Mais cette fois, il n'était pas vierge. Camille l'avait rempli. Il y avait des dessins. Jean-Baptiste souriant, la bibliothèque, des scènes de leur quotidien. Il y avait des photos imprimées et collées, eux au camp d'été à la bibliothèque en train de manger ensemble. Et sur chaque page, Camille avait écrit une phrase. « Le jour où tu es venu pour la première fois chez nous. Le jour où on a ouvert la bibliothèque. Le jour où tu m'as appris à faire des crêpes. Le jour où tu as rencontré Léa et Hugo. » Jean-Baptiste tournait les pages, submergé par l'émotion. À la fin du carnet, sur la dernière page, il lut ces mots. « Merci d'avoir choisi de ne plus être seul. Tu es mon oncle maintenant. Je t'aime. Camille. » Jean-Baptiste éclata en sanglots. Des sanglots profonds, libérateurs, qui venaient du plus profond de lui. Claire s'approcha, posa une main sur son épaule. Thomas fit de même. Camille grimpa sur ses genoux, inquiète. « Pourquoi tu pleures? C'est pas triste. »« Non, ma puce, » dit Jean-Baptiste en riant à travers ses larmes. « C'est pas triste. C'est juste. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. » Le 1er janvier, ils se promenèrent tous ensemble dans les vignobles enneigés autour du gîte. Les enfants lançaient des boules de neige. Les adultes marchaient tranquillement, profitant du calme. Jean-Baptiste marchait à côté de Claire. Ils restèrent silencieux un moment, puis Claire parla. « Tu sais, j'ai réfléchi. À nous, à ce qu'on a construit. Oui, au début j'avais peur. Peur que tu te lasses, que tu disparaisses. Peur que tout ça ne soit qu'un caprice. Mais je me rends compte que tu es là, vraiment là, et ça me touche plus que tu ne peux l'imaginer. » Jean-Baptiste hocha la tête, ému. « Je ne vais nulle part, Claire. Vous êtes ma famille maintenant, toi et Camille. » Claire sourit, les yeux brillants. « Alors, bienvenue dans la famille, Jean-Baptiste Morel. » Ils continuèrent à marcher côte à côte, en silence. Devant eux, Camille courait avec Léa, leur rire résonnant dans l'air froid de l'hiver. Noël suivant, décembre 2026. Jean-Baptiste était dans son nouvel appartement du 11e arrondissement, beaucoup plus petit que l'ancien, mais infiniment plus chaleureux. Les murs étaient couverts de dessins de Camille, de photos de famille, de souvenirs accumulés au fil des mois. Il finissait de préparer un gâteau, une bûche de Noël, pour le dîner de ce soir. Claire et Camille allaient arriver d'une minute à l'autre. Thomas, Laure et les enfants viendraient plus tard dans la soirée. La sonnette retentit. Jean-Baptiste ouvrit. Camille se jeta dans ses bras. « Joyeux Noël, tonton Jean-Baptiste. »« Tonton ». Ce mot le faisait sourire à chaque fois. « Joyeux Noël, ma puce. » Claire entra, les bras chargés de cadeaux. « On t'a apporté quelque chose, dit-elle avec un sourire mystérieux. » Camille lui tendit un paquet. Jean-Baptiste l'ouvrit. À l'intérieur, un 3e carnet. Mais cette fois, ce n'était pas Camille qui l'avait rempli. C'était lui. Enfin, presque. « On a pris ton premier carnet, celui que je t'avais donné il y a 2 ans, expliqua Camille. Et on a recopié tout ce que tu avais écrit dedans, mais dans un nouveau carnet plus grand. Comme ça, tu peux continuer. Il y a encore plein de pages vides. » Jean-Baptiste ouvrit le carnet, relut les premières pages qu'il avait écrites, puis il tourna les pages, découvrant qu'elles avaient ajouté des choses, des photos, des petits mots, des dessins. À la dernière page écrite, il lut « L'année où tout a changé. L'année où j'ai compris que l'argent ne sert à rien si on n'a personne avec qui partager. L'année où j'ai trouvé une famille. Merci Camille. Merci Claire. Merci Thomas. Vous m'avez sauvé. » Et en dessous de l'écriture de Camille, « Non Jean-Baptiste, on ne t'a pas sauvé. On t'a juste aimé. C'est toi qui as fait le reste. » Jean-Baptiste referma le carnet, les larmes aux yeux. Il regarda Camille, puis Claire, puis il sourit. « Vous savez quoi? J'ai quelque chose à écrire. » Il prit un stylo, ouvrit le carnet à la première page vierge et écrivit « 25 décembre 2026. Ce qui me rend heureux aujourd'hui, être entouré de ma famille, pas celle du sang. Enfin, pas seulement, mais celle du cœur, celle qu'on choisit, celle qui vous choisit en retour. J'ai passé 63 ans à courir après l'argent, le succès, la reconnaissance. Et il m'a fallu une petite fille de 9 ans pour comprendre que la vraie richesse, elle était là, dans ces moments simples, dans ces rires partagés, dans cette main qui se tend. Si je devais donner un conseil à celui que j'étais il y a 2 ans, cet homme seul dans son appartement trop grand, je lui dirais « Arrête de fuir.
Arrête de croire que l'argent comblera le vide. Ouvre ta porte. Laisse entrer la vie. Laisse entrer l'amour. Il ne viendra peut-être pas sous la forme que tu attends. Peut-être qu'il arrivera sous les traits d'une petite fille aux yeux pétillants qui t'invite à manger un gratin de pommes de terre. Mais il arrivera, si tu lui laisses une chance. Aujourd'hui, je suis heureux, vraiment heureux. Et ce bonheur, je le dois à tous ceux qui m'ont tendu la main alors que je ne le méritais pas. Merci, pour tout. Il referma le carnet, le serra contre lui. Camille grimpa sur ses genoux. Claire s'assit à côté de lui sur le canapé. Dehors, la neige commençait à tomber, recouvrant Paris d'un manteau blanc. « Bon, dit Claire en souriant, si on préparait le dîner, parce que ta bûche, là, elle est un peu cramée. » Jean-Baptiste éclata de rire. « T'as raison, allez, au travail. » Ils se levèrent tous les trois, se dirigèrent vers la cuisine. Et dans ce petit appartement du 11e arrondissement, loin du faste haussmannien d'autrefois, Jean-Baptiste Morel comprit enfin ce que signifiait être riche. Être riche, ce n'était pas avoir de l'argent sur un compte en banque. Être riche, c'était avoir quelqu'un à qui dire « Je suis heureux de te voir ». C'était avoir un lieu où rentrer et savoir qu'on y était attendu. C'était avoir une petite fille qui vous appelle tonton et une femme qui vous appelle ami. C'était avoir une famille, pas celle qu'on reçoit à la naissance, mais celle qu'on construit jour après jour, avec des gestes simples et des cœurs sincères. Et cette richesse-là, personne ne pourrait jamais la lui reprendre.